existe ce que l'on appelle l'attitude pendant l'orage. Quand on est pris dans une averse soudaine, on peut soit courir le plus vite possible, soit s'abriter sous les avancées des toits des maisons qui bordent le chemin. Mais quoi que l'on fasse, on sera mouillé de la même façon. Si l'on est préparé mentalement à l'idée d'être trempé, on sera en fin de compte fort peu contrarié à l'arrivée de la pluie. Cette compréhension s'étend à toute chose. Ah, la pluie. Certains l'appréhendent, la craignent, et d'autres l'affectionnent, l'adulent. En tout état de cause, il est assez rare qu'elle laisse indifférent. Généralement, l'attitude des humains à l'égard des gouttes qui tombent dépend en grande partie de l'endroit du globe où ils ont élu domicile. Ordinairement, dans les régions tempérées, comme par chez moi, en Europe, la pluie a pris une connotation plutôt négative. Elle véhicule une forme de tristesse, de mélancolie, alors que le temps clair et les rayons de soleil symbolisent la positivité, la joie, le farniente aussi. Cette perception aura tendance à s'inverser dans les contrées plus désertiques de notre bonne vieille terre. La pluie, rare et indispensable à la vie de nombreux écosystèmes, y sera alors accueillie avec euphorie comme une bénédiction. Alors, évidemment, je dessine ici une tendance générale, une norme dont bon nombre d'individus peuvent parfaitement s'écarter. Si bien que, sous mes latitudes, il n'est pas si rare de dénicher des pluviophiles. Ils aiment la pluie. Ils l'admirent, et les balades sous les nuages menaçants peuvent même les réconforter ou les apaiser. Le bruit blanc de l'ondée sur les pavés ou sur les feuilles des arbres alentours peut les aider à combattre une vilaine insomnie, et la vue des gouttes sur les vitres et des ronds dans les flaques leur évoque 1001 poèmes. Et de fait, ils peuvent éprouver une certaine difficulté à comprendre leurs contemporains qui, surpris par une averse, et par peur d'être mouillés, j'imagine, se prennent à courir tous azimuts. Eh oui, tu vois mon vieux Dodongo, les intros c'est bien sympa, mais au bout d'un moment il faut en arriver au sujet de la vidéo quand même. Mais non, mais t'en fais pas, on va pas tenir 25 minutes là-dessus. Non, on va digresser un peu. Graisser, oui, super. Eh bien écoute, on va s'écarter du sujet, voilà, parce que je fais plutôt partie des pluviophiles et que je vais pas causer trop longtemps des gens que je ne comprends que peu, et puis aussi parce que je suis pluviophile, encore une fois, et que de fait, j'aime bien parler de la pluie. Bref, tu vas voir. Alors, pourquoi courir sous la pluie ? D'aucuns diront que c'est parce que c'est froid, parce que ça ruine les coiffures, parce que ça rend malade, ou que sais-je. Chacun doit avoir sa raison, j'imagine. Mais courir pour être moins mouillé, est-ce bien la solution ? Alors, attention mes chers pourquoiphiles, je vous vois venir, je parle ici d'une situation dans laquelle on n'a pas prévu de pluie, et donc on n'est pas sorti avec son parapluie. Sinon la question est un peu trop vite répondue, comme disait un poète moderne. Eh bien, manifestement dans ce genre de situation plutôt fréquente, courir semble naturel à beaucoup de monde, étonnamment. Mais est-ce que c'est bel et bien le plus efficace pour être le moins mouillé possible ? Eh bien, certains se sont effectivement penchés sur ce questionnement existentiel s'il en est, et il s'avère que la question est plus complexe qu'il n'y paraît. Effectivement, lorsque l'on marche sous la pluie, on ne reçoit de l'eau que sur notre tête et nos épaules, alors qu'en courant, on entre aussi en collision avec la pluie située devant nous, et qui n'a pas encore atteint le sol, et ainsi, notre poitrine, notre ventre et nos jambes sont également potentiellement touchés par les gouttes, mais en contrepartie, nous passerons moins de temps exposés aux intempéries dans l'hypothèse où il y aurait un abri quelque part autour de vous. Si ce n'est pas le cas, pas d'équivoque, le mieux est encore de rester immobile afin de réduire la surface de contact avec les intempéries. La notion de distance jusqu'au point d'abri est donc cruciale, mais à partir de quelle distance de l'abri le plus proche est-il donc plus intéressant de courir ou de marcher ? Eh bien, là encore, la question est complexe car tout dépend de la vitesse de votre course et de celle du vent. Il semblerait qu'il faille courir à la même vitesse que les bourrasques si, et uniquement si, vous avez le vent dans le dos. Et c'est très pratique ça. Et oui, car si vous allez moins vite que le vent, ce dernier rabattra alors davantage d'eau sur votre corps si sensible aux gouttelettes. Bien entendu, d'autres données importantes entrent en ligne de compte, comme le volume des gouttes et également votre corpulence. Bien sûr, avec beaucoup d'embonpoint, on doit commencer à s'intéresser à la surface de contact non plus seulement devant, mais également sur les côtés de l'individu. Et pour finir, un paramètre important va déterminer à quel point vous serez mouillé une fois arrivé à l'abri, votre tenue, bien sûr.
Quand il y a peu d'eau, elle aura tendance à être arrêtée dans les fibres, ou tout simplement à ruisseler à l'extérieur du vêtement, mais un simple t-shirt en coton, par exemple, sera plus rapidement trempé si l'on se déplace en trottinette électrique, ou thermique d'ailleurs. Petit big up à Fantomette, plus de points si vous l'avez. Que si l'on se déplace à pied, par exemple, et donc également à moindre échelle lorsque l'on court. Et oui, l'eau située devant nous entrera en collision avec notre poitrine, par exemple, d'autant plus fort que l'on courra vite. Et de fait, elle aura une plus forte tendance à traverser les fibres du vêtement et à venir nous tremper directement. Savoir quelle est la meilleure option est donc un véritable casse-tête. Je vais vous laisser en description les résultats d'un modèle théorique très complet. Il semble bien que dans la pratique, il soit particulièrement complexe de répondre à cette question, et dans ce doute obscur, je vous invite tout simplement à relativiser votre choix, courir ou marcher, puisque quoi qu'il arrive, vous serez mouillé de toute façon. Et il y a peu de chances que vous en mourriez d'ailleurs, même si vous tombez malade, ça va aller. D'ailleurs, je voudrais revenir rapidement quand même sur cette idée que l'on tomberait plus facilement malade par temps de pluie. Alors, c'est vrai, attention, mais êtes-vous certain de savoir pourquoi? On entend souvent dire que c'est parce que l'on attraperait froid. Alors, désolé, mais il n'en est rien. Tomber malade parce qu'on attraperait froid n'a d'ailleurs pas vraiment de sens. Et encore moins à ce genre d'échelle de température d'ailleurs. Au sommet de l'Everest, je ne dis pas, prévoyez quand même une petite laine. L'hypothermie, c'est pas tip-top pour la survie, mais les éventuels quelques degrés que vous allez perdre en surface de votre corps à cause de la température de la pluie, ça devrait bien se passer. La confusion vient surtout de l'expression elle-même, attraper froid. Elle nous vient pour le coup d'outre-Manche, où to catch a cold est la formule consacrée. Mais le mot cold est surtout connu sous sa forme d'adjectif qui se traduit effectivement par froid. Pour autant, nous avons ici affaire à un substantif et a cold est en réalité un rhume. Techniquement, le froid dont on parle là ne fait pas tomber malade. Il favorise simplement légèrement le terrain pour l'infection de virus ou de bactéries. À l'échelle d'une petite averse, en revanche, pas de corrélation notable à ce niveau-là non plus. Cela dit, il existe bel et bien un effet de la pluie qui multiplie le risque d'une infection, notamment par des bactéries. En effet, la pluie serait responsable, selon une étude du MIT, de la dispersion de diverses substances par un effet d'aérosolisation. Chaque goutte, au moment de l'impact avec le sol, rebondit partiellement sous la forme d'une brume composée d'une multitude de gouttelettes se dispersant dans les environs. À partir de simulations, les scientifiques ont estimé que les précipitations étaient responsables d'environ 25%, selon la nature du sol et la température environnante, de la dispersion des bactéries. Et, bien entendu, parmi toutes celles qui attendent patiemment par terre, il y en a bien entendu qui sont potentiellement responsables de maladies. Donc, maintenant, si vous décidez de toujours courir sous les averses parce que vous avez peur d'attraper froid, vous pourrez au moins vous corriger en disant dorénavant que vous avez peur de l'aérosolisation des bactéries issues des sols. Cela dit, c'est pas pour briser votre nouvelle logique, mais que vous couriez ou non, les bactéries seront là et a priori, elles n'ont que faire de votre vitesse. Je dirais même que plus vous allez vous essouffler à courir subitement, plus vous allez avoir besoin d'air. Mais la pluie ne soulève pas que les sources de vos peurs absurdes de maladies imaginaires lorsqu'elle impacte la terre. Sur un sol sec et poussiéreux, elle soulève également du pétrichor, une espèce de composé huileux issu de certaines plantes et de certaines graines et absorbé par les sols pendant les périodes sèches. Ce mot nous vient du grec ancien pétra, la pierre, et ichor, le sang des dieux. Un mot bien badass, en somme. En plus du pétrichor, la pluie envoie aussi valser de la géosmine, une molécule sécrétée par des bactéries présentes dans la Terre. Et ces deux composés chimiques, une fois aérosolisés et mélangés dans nos narines, sont en grande partie responsables de ce que l'on appelle classiquement, et un peu à tort finalement, il faut bien le dire, l'odeur de la pluie. Notons qu'en cas de pluie d'orage, l'odeur peut s'avérer légèrement différente. C'est notamment dû à l'odeur de l'ozone qui s'invite dans le mélange. L'ozone étant produit en grande quantité par les éclairs. En règle générale, ces odeurs sont plutôt perçues comme agréables par la plupart des humains, et ce, indépendamment du fait qu'ils reçoivent ou non des trombes d'eau sur le coin de la tête au fil de l'année. Et bien sûr, cette différence de répartition et de fréquence des précipitations selon les régions du globe est due à de nombreux facteurs que l'on retrouve dans le cycle complexe de l'eau sur Terre.
Ce cycle que nous apprenons de manière très simplifiée à l'école est en vérité truffé de ramifications, de facteurs déclencheurs, d'accélérateurs, de ralentisseurs. Je ne vais pas le détailler ici, il pourrait à lui seul tenir dans une vidéo complète. Mais toujours est-il qu'il en résulte que le volume d'eau emprisonné sous forme de nuages tout autour de notre planète est en permanence sensiblement le même. Et on estime la masse totale de cette eau nébuleuse à 129 milliards de tonnes. Alors, à ce moment-là de la vidéo, vous avez peut-être vécu une chaîne de réactions du genre « Waouh, c'est énorme !» Mais attends, la Terre c'est immense aussi, donc finalement est-ce que c'est tant que ça? Eh bien, tout dépend, mais si l'on prend par exemple un petit cumulus classique qu'on voit partout l'été au-dessus des champs de blé, vous savez, celui qui a vaguement la forme d'un chat là, eh bien, sa masse totale s'élève tout de même, pour prendre large, quelque part entre 1000 et 2000 tonnes d'eau. Pour rappel, une tonne, c'est à peu de choses près le poids de votre voiture. Oui, un simple cumulus est l'équivalent d'un petit embouteillage quelques centaines de mètres au-dessus de vos têtes. Et alors, si on passe aux grosses cellules orageuses, là, on est plutôt sur l'équivalent des plus gros icebergs de la planète. Pour une petite cellule s'étendant par exemple sur 50 km², on avoisine les 25 millions de tonnes. Et avec des valeurs pareilles, notre cerveau déconnecte. Même si je vous dis que c'est l'équivalent de 2500 tours Eiffel, on ne se figure que très difficilement l'impressionnante vérité. Mais bon, si vous sortez cette info-là la prochaine fois qu'un gamin vous demande combien pèse un nuage, il va vraisemblablement vous enchaîner avec les questions logiques qui découlent de cette stupéfiante découverte. S'ils sont si lourds, pourquoi ne tombent-ils pas? Alors, Todongo, Lucien, Bubule? Non, Lucien, lâchez votre pancarte, c'était plutôt un effet rhétorique que je faisais là. Je me doute bien que votre grande culture générale vous permettra aisément de répondre à l'enfant inquisiteur de mon exemple, c'est pas le sujet là. Enfin bon, encore faudrait-il que cet enfant soit suffisamment patient. Parce que la patience, mon cher Lucien, ce n'est pas vraiment l'apanage des enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pas non plus l'apanage des spectateurs sur YouTube d'ailleurs. Méditez ça, mon vieux. Oui, Dodongo? La densité. Alors non, c'est pas une affaire de densité. Non mais attends, mais tu sais ce que c'est que la densité, toi? Non, oui, c'est bien. Juste... Non, rien. Les gouttes d'eau qui composent les nuages sont bel et bien plus lourdes que l'air qui les entoure. Près de 800 fois plus denses, en vérité. Mais comparées à leur masse, elles représentent une grande surface. Donc, elles tombent, bel et bien. Mais en tombant, elles sont fortement freinées par l'air. Elles se dirigent donc vers le sol à une vitesse extrêmement lente. Par conséquent, il est faux de dire que les nuages ne tombent pas. Ils sont en chute permanente. Mais ils chutent extrêmement lentement, de sorte que de simples vents ascendants suffisent à les faire remonter, donnant l'illusion de leur lévitation. Si ces courants sont absents, le nuage va effectivement tomber, mais en dessous d'une certaine altitude, ces gouttelettes vont tout simplement s'évaporer, et c'est pour ça que jamais personne ne s'est présenté aux urgences de son patelin en prétendant avoir reçu un coup de nuage sur la caboche. Bon, mais revenons-en à nos 129 milliards de tonnes en permanence au-dessus de nos cheveux. C'est beaucoup ou pas? Eh bien, avec un petit peu de mise en perspective, pas tant que ça, en vérité. Imaginons que notre bonne vieille Terre soit une sphère parfaite. Allez, même les platistes en sont capables, j'en suis sûr. Si Eudes peut le faire, pourquoi pas vous? Imaginez une sphère. Non? C'est trop dur? Bon, alors je poursuis quand même pour les autres. Donc, on enlève les reliefs, plus de montagnes, plus de crevasses, on terrasse tout ça, on est sur les Pays-Bas, quoi, mais partout. La Terre a une superficie de 510 millions de kilomètres carrés. Eh bien, quelques divisions plus loin, que je vous épargne, mais que je vous invite à refaire chez vous, si vous voulez vérifier, on se rend compte que si toute cette eau tombait au même moment et recouvrait la surface de notre sphère, d'une flaque homogène, cette dernière ne serait haute que d'un petit quart de millimètre. Un très joli miroir d'eau sphérique, certes, mais ça s'arrête là. Pour continuer de mettre tout ça en perspective, si on refait le calcul avec cette fois la totalité de l'eau sur la planète, liquide, solide, gazeuse, on prend tout, et donc avec un volume total de 1386 milliards de kilomètres cubes, on obtient cette fois-ci un petit océan
de 2,7 km de profondeur. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, mais regardez plutôt. Si l'on rassemble toute cette eau en une seule grosse boule, toujours des boules, hein, désolé les platistes, et qu'on la compare à la taille de la Terre, on obtient ceci. Voilà une bonne illustration du mot relatif, il me semble. On a une tendance naturelle à voir les océans comme presque infinis, surtout quand on voit cette moitié-là, hein, et pourtant. Et on va même aller plus loin. Voyez cette plus petite bulle ici? C'est toute l'eau douce sur Terre. Et celle-ci représente uniquement l'eau potable. Quand on vous dit que c'est un bien précieux. Mais c'est pas possible, il y a encore des moustiques en décembre? Et par ce temps-là en plus, sérieusement? Non mais c'est dingue, ils résistent à tout, c'est pas possible. Bah oui, je sais bien que tu les connais bien, ils sont là depuis 245 millions d'années. Et ils ont survécu, eux. Tiens, ça me fait penser, l'autre jour, je me baladais sous la pluie battante, et il y en a un qui a réussi à venir me piquer. Dans le cou en plus. Comment c'est possible? Eh ben non, mais tu sais quoi? Figure-toi que je me suis renseigné, et qu'il y a des chercheurs qui se sont penchés sur la même question. Et oui, manifestement, ils étaient surpris, comme moi, que le moustique survive à la pluie. Non, je sais, ça paraît un peu idiot, mais essayez de vous projeter 2 secondes. C'est littéralement un bombardement de météores qui subissent les machins. En même temps, en 245 millions d'années, ils ont dû en essuyer pas mal. Ça laisse vraisemblablement le temps de trouver 2-3 combines pour en réchapper. Mais pour autant, la masse d'une goutte de pluie est quand même à peu près 50 fois plus grande que la leur. Comment font-ils? Eh bien, selon les chercheurs, ces chers moustiques seraient semblables à des maîtres du Tai Chi Chuan, cet art martial dont la philosophie consiste à éviter les forces de l'adversaire pour simplement les accompagner dans la même direction. Les anophèles semblent effectivement accompagner les gouttes d'eau dans leur chute, passivement. Et, se servant de leur forme sphérique pour glisser à leur surface, ils parviennent à se détacher d'elle. Ils accompagnent tout de même la descente de la goutte sur une distance allant jusqu'à 20 fois leur propre longueur, et de fait, s'ils ne veulent pas terminer cette course contre le sol, ce qui leur serait en revanche fatal, ils doivent s'efforcer de voler un peu plus haut qu'à l'accoutumée. Ce qui explique sans doute cette piqûre au cou, d'ailleurs. Bon, je m'égare, désolé. On a vu tout à l'heure que l'eau potable était particulièrement rare sur Terre, et d'ailleurs, l'eau de pluie n'est pas considérée comme potable. Et pour cause. Elle est bien souvent assez acide, et elle se charge en tombant de divers éléments minéraux et polluants. Alors, c'est pas terrible, c'est vrai, mais bon, c'est pas non plus une raison suffisante pour courir sous la pluie. Calmez-vous. En revanche, ce qui suit peut-être un peu plus. Au rang des événements météorologiques les plus singuliers que l'humanité ait pu constater, non sans un immense étonnement, je suppose, ne les ayant jamais vécus moi-même, se trouvent les pluies d'animaux. Il existe effectivement certains témoignages narrant des épisodes de chute de grenouilles depuis les nuées, ou de poissons, ou même d'oiseaux. De nos jours, même si les scientifiques font des hypothèses logiques quant au processus qui mène à ces phénomènes atypiques, toute la lumière n'a pas encore été faite. De l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, plusieurs cas de pluie d'animaux ont été rapportés par écrit. De nombreuses mentions y sont faites dans les textes grecs et romains, ainsi que dans les écrits religieux comme la Bible par exemple. Et, bien entendu, à ces époques, l'explication qui vient tout naturellement lorsqu'on observe quelque chose qui semble impossible, eh oui, le divin. Et le phénomène prend ainsi rapidement un aspect ésotérique et certaines croyances s'installent dans les esprits. Par exemple, au Moyen-Âge, on pense que les poissons naissent et grandissent dans les cieux avant de retomber à la surface. Et oui, et si vous alliez chercher dans le passé Jean-Edmond Machicoulis et que vous le posiez devant Sharknado 7, il serait sans doute plus étonné par les bagnoles que par les squales nébuleux. À partir du XVIe siècle, les témoignages deviennent un peu plus fiables, en tout cas plus rigoureux. Des centaines de rapports vont ainsi être consignés durant plusieurs siècles et partout à travers le monde, des pluies de souris en Norvège, aux pluies de crapauds en Angleterre, en passant par les pluies de grenouilles au Massachusetts, les pluies de crevettes en Australie, ou les pluies de tourterelles en Italie, et également les pluies d'araignées vivantes, eh bien les observations sont nombreuses. Pendant extrêmement longtemps, les hypothèses les plus incroyables fleurissent. Alors bien sûr, pour les églises, on commence à les connaître, c'est tout simplement systématiquement une punition divine. Voilà, vous n'aviez qu'à pas... Peu importe, vous n'aviez qu'à pas. Mais c'est de toute façon marqué noir sur blanc dans la Bible. Et oui,
Une des plaies d'Égypte, c'est une pluie de grenouilles. Donc, hop, Joker, j'imagine. Le barbu n'est pas content, il vous balance des batraciens. Pour le coup, pardon, hein, mais même les scénaristes de Sharknado sont un peu plus inventifs, ou à tout le moins un peu plus efficaces. Je veux dire, excusez-moi, mais Zeus, au moins, quand il est vénère, ça a un peu de panache. Mais là... Pourquoi des grenouilles, déjà? De toute façon, l'Église n'est pas la seule à avoir une explication. Certains savants proposaient à l'époque que les animaux n'ont pas toujours besoin d'être enfantés par des parents et qu'ils peuvent être spontanément créés dans les cieux où les conditions seraient propices aux réactions biologiques nécessaires. C'est peut-être de cette époque reculée que nous viennent les slogans un papa, une maman, tout ça. Je sais pas. D'autres avancent que les œufs sont transportés dans les nuages par évaporation avant d'éclore. Et comme dirait un certain G, oui, bien sûr, bien sûr. Bref, il faut attendre le 19e siècle pour que les scientifiques commencent à considérer sérieusement les pluies d'animaux. Ils avancent qu'à certaines périodes de l'année, certains batraciens se déplacent en groupe et peuvent donc être emportés par des vents particulièrement puissants pour retomber plus loin depuis une certaine altitude. Certains parlent également de trombes marines, ces tornades composées d'air et d'eau prenant naissance à la surface d'étendues aquatiques assez puissantes pour piéger les animaux qui s'y trouvent. Dans certains cas, une trombe peut totalement dessécher un petit lac, par exemple, et capturer tous ses habitants qui sont emportés en altitude et qui finissent par retomber parfois assez loin de leur lieu de kidnapping ou de fish-napping, comme vous voulez. Ces chutes peuvent ou non s'accompagner de pluies classiques. On peut alors trouver des animaux au sol tantôt vivants, tantôt gelés, indiquant que ces phénomènes peuvent être parfois assez courts et se produire donc sur de petites distances pour les animaux retrouvés vivants, et parfois bien plus violents. Pour ce qui est des oiseaux, l'hypothèse principale serait la rencontre fortuite et fatale entre des nuées de volatiles et un événement météorologique violent comme une tornade par exemple. Les oiseaux retombent alors en masse au sol, morts ou déchiquetés, et donc morts. On parle aussi parfois de collisions entre différentes nuées d'oiseaux, mais aucun événement, reporté à ce jour, ne fait état de plusieurs espèces retrouvées sur un même événement. Actuellement, les scientifiques ne comprennent pas comment un tel processus de sélection peut se produire. Les oiseaux se déplaçant en règle générale par groupe d'une même espèce, cela pourrait expliquer le phénomène. Pour les autres animaux, la question est aujourd'hui encore en suspens. Bon, je veux bien vous l'accorder, pour ce genre d'événement-là, je veux bien que la stratégie la plus adaptée soit effectivement de se précipiter vers un abri. C'est pas non plus tous les 4 matins, mais ok. En revanche, la pluie transporte avec elle quelque chose d'autre, d'un peu moins contondant. Mais pour vous en parler, il faut que je fasse une nouvelle digression. Suivez le guide. Et si jamais vous voulez vous délester d'une petite obole pour le remercier, sachez qu'il possède une page Tipeee. Non mais sinon, un like sur cette vidéo, c'est déjà vachement bien. Considérez la distance Terre-Soleil. Peut-être environ 150 millions de kilomètres. On appelle cette longueur une unité astronomique, ou UA. Eh bien, partez du Soleil, parcourez 2 unités astronomiques, et vous commencerez à trouver des petits grains de poussière. Parcourez-en encore 1,5, et vous aurez ainsi traversé ce qu'on appelle communément la ceinture principale d'astéroïdes. Elle se situe entre l'orbite de Mars et celle de Jupiter. Et, précisément, l'orbite relativement proche de la plus grande planète du système solaire a rendu impossible, à cause de son énorme champ gravitationnel, la formation à cet endroit-là d'une 5e planète rocheuse. On se retrouve donc sur des millions de kilomètres avec des débris rocheux allant du grain de poussière à de petits planétoïdes d'une centaine de kilomètres de diamètre. Et tout ce joyeux petit monde est en révolution autour de notre étoile. Et même si leur densité est relativement faible, il n'est pas si rare que certains de ces gros cailloux issus des origines même de la formation de notre système solaire se heurtent les uns les autres et dévient considérablement de leur trajectoire. Certains d'entre eux vont être suffisamment ralentis pour que leur vitesse ne suffise plus à compenser l'attraction de notre astre du jour et vont donc tout bonnement tomber en direction du Soleil. Or, sur leur route, ces rejetons rocheux vont potentiellement croiser les orbites de Mars, de Vénus, de Mercure, mais aussi et surtout de la Terre. Et indubitablement, vous me voyez bien sûr venir, certains vont finir leur course grandiose chez nous.
à une vitesse moyenne de 50 km par seconde. Les frottements avec l'air des plus hautes couches de notre atmosphère vont provoquer la combustion de ces projectiles, créant au passage de très jolies étoiles filantes. Et parfois donc, quand le météore est suffisamment gros au départ, il peut ne pas se consumer entièrement et atteindre la surface, devenant ainsi une météorite. On estime ainsi que chaque année, notre planète prend du poids, environ 182 000 tonnes par an. Dodongo, je t'entends claquer des dents depuis tout à l'heure. Rassure-toi, mon vieux, sur les 182 000 tonnes qui sont tombées ces 365 derniers jours, il n'y a pas un grain de sable qui t'a effleuré la caboche. Calmos, détends-toi. Et de toute façon, c'est pas des objets les plus volumineux dont je veux parler ici. Il arrive fréquemment que certains de ces météores se consument dans notre haute atmosphère jusqu'à devenir de tout petits grains de quelques micromètres de diamètre. Et, ayant suffisamment ralenti, ils se retrouvent tout simplement coincés dans les gouttelettes d'eau de nos nuages. Et oui, potentiellement, lorsque une goutte d'eau tombe du ciel sur votre peau, vous êtes la première personne qui touche cette petite micrométéorite, ce petit morceau d'une roche qui tournait autour du Soleil depuis 4,6 milliards d'années et qui a parcouru environ 400 millions de kilomètres avant d'atterrir sur vous. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez sous la pluie, prenez quelques secondes pour penser à ça. La pluie ne vous tuera probablement pas, sauf si vous êtes aquaphobe, et encore. Restez éveillés. Et n'oubliez pas de vous demander pourquoi. À la prochaine.